Alors, donc, pour cette deuxième table ronde, je vais laisser alors, nous avons donc Laurent Seguin, président de l'AFUL. Nous avons Sophie Gauthier, qui est membre fondatrice de The Document Foundation et de LibreOffice. Et Jean-Paul Smets, que je n'attendais pas avec nous cette table ronde, donc il va se présenter. Pardon, et Jean-Paul Smets, que je ne pensais pas avoir dans cette table ronde, donc je vais le laisser se présenter lui-même. Donc, je dirige une entreprise qui s'appelle Nexedi, qui fait un ERP libre qui s'appelle ERP5, qui est également un CRM, un Knowledge Management. Et nous éditons également le seul système de cloud open source made in France reconnu par le socle interministériel de logiciels libres. Donc il y a un logiciel espagnol, un logiciel américain, un logiciel français libre. Donc nous, on est celui qui est fait en France. Et là, on est en train de préparer une suite bureautique en JavaScript qui permet de faire du web sans serveur. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être même présentation rapide de la part de nos deux autres intervenants. Sophie, est-ce que tu peux, oui, donc peut-être pour présenter un petit peu donc ton rôle dans LibreOffice et peut-être aussi quelques mots sur le modèle économique justement de LibreOffice. Alors, mon rôle dans la Document Foundation, je suis co-release manager. Je m'occupe en fait de toute la collaboration entre les projets, assurance qualité, localisation, développeurs, marketing, coordonner tout ça pour que les releases arrivent à date fixe. Et comme on travaille beaucoup avec des bénévoles, que tout se passe bien pour tout le monde pendant tous ces temps de release. Donc on fait une version tous les 3 mois. Donc ça donne un rythme assez soutenu. Sur 2 branches de code différentes, ça donne un rythme un peu soutenu. Et donc il y a une personne qui s'occupe du côté technique, tout ce qui est branche, compilation, etc., dont je ne m'occupe pas. Et puis je participe aussi à l'administration de la fondation. C'est tout ce qui est créer des adresses mail, veiller à ce que les voyages soient remboursés, à ce que les documents soient archivés, enfin, de l'administratif, quoi. Voilà. Et en tant que bénévole, je fais la localisation en français de l'interface et de l'aide, et beaucoup d'assurance qualité également, pas mal d'animation, enfin voilà. La fondation, en fait, son modèle principal de financement, enfin son mode principal de financement, c'est le crowdfunding. L'autre principe de financement, enfin mode de financement, c'est au sein d'une structure organique de la fondation, il y a ce qu'on appelle un advisory board, qui est un organe de conseil qui va regrouper l'ensemble des grands utilisateurs de LibreOffice, mais également des sociétés comme Red Hat, Google, Collabora, etc., qui ont leur propre version de LibreOffice au sein de leur service et qui donnent du temps développeur, consacrent des développeurs à la fondation. Les grands utilisateurs, eux, ne consacrent pas des développeurs, par contre, payent un ticket d'entrée pour l'advisory board. Donc on a cette partie-là qui finance essentiellement le code et le crowdfunding qui finance tout le reste de la chaîne de production du logiciel. Parce qu'il n'y a pas que le code, hein, il y a tout ce qu'il y a autour, l'infrastructure, tout ce qui est outils de localisation, besoins de localisation, documentation, marketing, toutes les Hackfest, etc. qu'on organise. Voilà. Parfait. Donc, même genre de questions à Laurent sur ton rôle dans l'AFUL et peut-être aussi sur le rapport de l'AFUL avec tout le monde économique du logiciel libre et de l'open source. Alors pour mon rôle dans l'AFUL, je suis président depuis 3 ans et membre du conseil d'administration de l'AFUL depuis 7 ans. L'AFUL, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres.
Les deux mots-clés sont francophone et utilisateur. Francophone, pourquoi? Parce qu'on ne se cantonne pas à la France, mais surtout de la francophonie. Ça bouge beaucoup en Afrique, ça bouge beaucoup en Amérique du Nord. C'est des choses qui nous intéressent parce qu'ils expérimentent des choses qui sont intéressantes à voir. Leurs gadins sont intéressants à analyser. Nos gadins à nous sont intéressants pour eux. Et utilisateur, c'est utilisateur au sens large du terme, c'est-à-dire que c'est vous en tant que particulier, c'est une entreprise qui peut aller de l'entreprise unipersonnelle à la multinationale, voire la transnationale. Ce sont les administrations, ce sont les écoles, ce sont les universités, etc. etc. Donc c'est vraiment au sens large du terme. Le premier centre d'intérêt de l'AFUL, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que le logiciel libre, jusque-là, c'était surtout du point de vue du codeur, du point de vue de celui qui fabrique. Et avec tout ce mouvement open source qui s'est créé, en fait, ça a permis aux gens de mieux travailler ensemble dans l'ingénierie logicielle. Seulement, quand on revient aux fondamentaux des logiciels libres, tel qu'il a été pensé par Richard Stallman, comme ça vous a été présenté par Sébastien au début, c'est vraiment une question d'usage, c'est une question de liberté d'usage. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui défendent en fait le point de vue utilisateur et l'intérêt de l'utilisateur. Et parfois, c'est contre les utilisateurs qui ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir pour eux. Je peux vous donner un exemple très concret. On est maintenant rentré dans l'ère post-révélation Snowden des écoutes massives de la NSA. On a des preuves que les logiciels non libres intègrent des fonctionnalités pour vous espionner. On a des preuves qu'il y a eu des tentatives pour le faire aussi dans du logiciel libre. La différence qu'il y a entre les deux, c'est possible de mettre du code malicieux fait pour vous faire du mal en vous en tant qu'utilisateur. C'est faisable dans les deux cas. Seulement, quand le code est libre, quand le code est ouvert, tout le monde peut regarder comment il est fait, tout le monde peut comprendre ce que fait le logiciel, et s'il y a du code malicieux, ça se trouve. Un jour ou l'autre. Parfois on met 11 ans, mais ça se trouve. Après, l'AFUL a d'autres centres d'intérêt qui sont notamment d'essayer que vous, en tant qu'acheteur d'outils informatiques, vous arrêtez de vous faire voler. Aujourd'hui, quand vous achetez une tablette, un smartphone ou un ordinateur, vous payez à peu près 30% de logiciel. Une distribution Linux, c'est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin de payer un Windows. LibreOffice, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer Microsoft Office. GIMP, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer je ne sais pas quoi, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on vous vend de force des logiciels et c'est comme ça qu'on crée des multinationales très riches parce qu'on vous raquette. Donc c'est une action qui est menée depuis 1999 au sein de l'AFUL, qui s'appelle aujourd'hui l'action non raqueticielle, donc ce joli mot qu'on a inventé. Et là, bon, c'est un terrain judiciaire, politique, enfin je vous en passe, c'est chronophage à un point phénoménal. On est une association qui défend également le droit d'auteur fortement. Alors peut-être pas le droit d'auteur tel qu'il est conçu, imaginé et rêvé par la SACD ou tous les ayants droit, mais un vrai droit d'auteur moral fort, c'est important, parce que sans droit d'auteur, il n'y a pas de licence libre. Et c'est très dommage s'il n'y a pas de licence libre. Donc on pourrait contribuer directement dans le domaine public, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution non plus. Sinon, s'intéresser énormément à l'interopérabilité, faire en sorte que quand vous mettez votre patrimoine numérique dans un logiciel, que vous puissiez le mettre dans un autre logiciel, c'est super important. Hein, c'est ce qu'on appelle les formats ouverts, les standards ouverts. Et puis tout un tas d'actions qui sont plus ou moins liées au logiciel libre, telles que la création des ressources libres, parce que un ami qui est Alexis Kaufman répète souvent cette phrase-là que j'aime beaucoup, qui est que si le logiciel libre ne libérait que du code, on aurait raté l'opportunité du siècle. C'est vrai, c'est la personne qui a dit cette phrase a raison, parce qu'aujourd'hui, on trouve de la musique sous licence libre, j'écoute quasiment plus que ça. On trouve des films sous licence libre,
sous licence libre, des livres sous licence libre, des ressources pédagogiques sous licence libre. Bref, le monde devient libre et c'est bien. Merci. Alors peut-être pour lancer la discussion plus spécifiquement sur les modèles économiques, vous avez tous les trois répondu à quelques questions pour préparer cette soirée, notamment sur votre modèle économique favori. Et il me semble que vous êtes finalement tous les trois assez d'accord pour dire que votre modèle économique préféré, ce serait un modèle des utilisateurs, contributeurs et ou financeurs. Par exemple, Jean-Paul, tu t'es levé contre l'idée qui est encore trop souvent court, selon laquelle la communauté, ce serait les autres. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre cette idée selon laquelle la communauté, ce serait les autres, et comment faire pour que ce modèle des utilisateurs, contributeurs, financeurs se développe? Ça, c'est très compliqué, parce qu'on a donné des mauvaises habitudes aux utilisateurs depuis 10 ans. Moi, la seule chose que je sais, c'est que quand l'utilisateur qui a besoin d'utiliser un logiciel libre et de corriger un bug, quand c'est lui qui dépense l'argent pour faire corriger ce bug, il est certain de ne dépendre de personne. Mais s'il s'attend à ce que quelqu'un lui fasse le cadeau de la correction de ce bug, ça veut dire qu'il dépend du cadeau d'un tiers. Et s'il pense qu'il peut dépendre éternellement des cadeaux de quelqu'un d'autre, généralement, ça veut dire qu'il n'est plus un utilisateur libre, mais un utilisateur qu'on est en train d'acheter. Donc, Alors, l'exemple, pour moi, le meilleur exemple, c'est RapidMiner. RapidMiner, c'était au départ un très beau logiciel libre d'analyse statistique de données, je crois fait, je ne sais plus, c'est par Dortmund ou Darmstadt. Ça s'appelait Yet Another Learner, quelque chose comme ça. Puis ils l'ont amélioré avec l'argent ils vendaient des contrats de service pour améliorer leur logiciel et améliorer la documentation, le rendre plus agréable à utiliser. C'est devenu alors RapidMiner au bout de quelques années. Puis ils l'ont rendu libre. Alors il a été propriétaire un certain temps, puis ils l'ont rendu libre et tous leurs clients ont arrêté de payer pour des contrats de support. Vous avez des gens qui payaient chaque année pour un contrat de support pour le logiciel d'analyse de données. Il devient libre, tout le monde arrête. Mais ils doivent continuer à financer la maintenance de la documentation et la correction des bugs. Puis après, ils se rendent compte que le big data devient à la mode et qu'ils ont en Californie des concurrents qui sont financés par le capital risque, qui commencent à mettre sur le marché des choses libres, faciles d'emploi, avec une belle doc et beaucoup de publicité. Donc, et puis ils voient que le marketing, ça coûte extrêmement cher. Donc ils décident d'aller voir un capital risqueur qui accepte d'investir, mais la condition, c'est que RapidMiner ne soit plus libre, que l'entreprise, au lieu de travailler avec Thunderbird, travaille avec Outlook, au lieu de travailler avec Sugar CRM, travaille avec Salesforce, au lieu d'avoir son siège en Allemagne et son siège aux États-Unis. Ça s'est fait en 3 mois à peu près. Et alors qu'ils avaient commencé à réussir à avoir un modèle où ils arrivaient à sortir un produit libre à peu près sympathique, le fait que trop de gens s'attendent à avoir gratuitement un logiciel facile à employer avec une bonne documentation, sans jamais rien payer et sans jamais rien contribuer, avec la concurrence marketing d'entreprises financées en Californie par du capital risque et là une entreprise autofinancée en Allemagne, la seule solution pour eux pour ne pas mourir, c'était de se propriétariser et de partir en Californie. Donc en fait, ce qu'attend les utilisateurs qui pensent qu'ils auront toujours tout gratuitement sans jamais rien contribuer, c'est l'arrivée, soit la mort du logiciel qu'ils utilisent, soit l'arrivée d'un capital risqueur qui le propriétarisera tôt ou tard, avec des parts de la R&D en Californie. Donc la seule façon pour des utilisateurs d'un logiciel libre de pouvoir garantir que ce logiciel restera libre,
c'est de mettre de l'argent pour y contribuer, eux-mêmes. Donc qui mettent de l'argent pour payer des gens dans leur staff pour contribuer, ou qui mettent de l'argent, c'est-à-dire en gagnant moins et en passant plus de temps pour contribuer bénévolement, ou quelle que soit la méthode, s'ils n'investissent pas quelque chose qui est de l'argent ou du temps, le logiciel à terme ne sera plus libre. Voilà. Et donc très peu de gens le comprennent, parce que tout le monde est tellement habitué à recevoir tout gratuitement en tant qu'utilisateur. On va plutôt vous reprocher d'avoir une mauvaise documentation, qu'il faut payer pour essayer ou utiliser, ou qu'il faut faire un effort. On va vous reprocher ça, mais peu de gens voient aujourd'hui que les cadeaux sucrés qu'on vous donne dans les nouveaux logiciels libres servent en fait à créer des communautés qui sont à terme captives et qui servent à monétiser l'investissement du capital risqueur. Et je ne peux pas vous dire qui comprend aujourd'hui. On a un seul client qui comprend l'importance de contribuer par soi-même, c'est notre client japonais. On a des clients en Allemagne, en Afrique, en France, un peu partout. Les seuls qui comprennent, c'est un client japonais qui a décidé que pour chaque ingénieur qui faisait du service chez nous, il payait un ingénieur en interne pour être capable de se passer de nous à tout moment et pour développer en interne le savoir-faire et contribuer. Mais je n'ai pas d'autres clients qu'un seul au Japon qui ait fait ça. Et hélas, ils refusent d'en parler. C'est l'autre difficulté. Mais donc aujourd'hui, je pense que c'est devenu dangereux presque pour beaucoup de logiciels libres que l'utilisateur, entreprise, ne comprenne pas que la communauté, c'est lui. Et donc c'est ce que dit Brian Prentice, c'est un analyste chez Gartner, dit la même chose. Voilà. C'est la parole à ma gauche. Alors moi j'avais peut-être si tu veux réagir sur ce qui a été dit et sur ce modèle des utilisateurs contributeurs, je t'en prie. Et puis j'avais une autre question sur LibreOffice, c'est dans les contributeurs au code vraiment, quelle est la proportion de bénévoles, enfin de gens qui font ça sur leur temps de loisir, et quelle est la proportion de gens qui sont payés pour contribuer? Alors pour répondre à ta question, la proportion payée, je pense qu'il y a entre 20 et 30 développeurs financés. Et après, c'est variable parce que y a ça dépend un peu des périodes de l'année, mais il y a entre 100 et 200 développeurs bénévoles qui passent, des fois restent, des fois repartent aussi vite qu'ils sont passés. Voilà, c'est à peu près la proportion. Donc il y a 20 corps développeurs qui sont vraiment financés pour développer sur LibreOffice. C'est le mien, pardon. Pour revenir à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, je pense que il y a une part qui est de notre responsabilité à nos projets libres d'éduquer nos utilisateurs, de leur faire connaître pourquoi le modèle qu'ils ont choisi, ils doivent eux-mêmes le rendre pérenne. Et je pense que c'est aussi à nous de le dire et de leur dire aussi comment ils peuvent contribuer. Parce qu'un logiciel, c'est pas que du code. Si on leur servait du code, ils ne pourraient pas en faire grand-chose. Donc c'est toute une chaîne de production. Et que dans cette chaîne de production, ils peuvent être acteurs, soit financièrement, soit en intégrant de l'assurance qualité, en faisant de l'assurance qualité, en faisant de la traduction, de la localisation. Ils peuvent être acteurs à plein de niveaux différents. Et c'est aussi à nous, dans notre discours, quand on parle de logiciel libre, de ne pas parler que de code, mais de parler de l'ensemble de la production du logiciel. Et puis l'utilisateur, il se sent aussi très seul dans son coin. Et je pense qu'on devrait lui apprendre à se mutualiser, à mutualiser par corps de métier ou par... moi, les collectivités territoriales, en ce moment, elles sont très demandeuses, mais
avec 5 000 € d'un côté de queue de budget, 5 000 € de l'autre côté de queue de budget, nous, on ne fait rien. Par contre, s'ils arrivent avec 50 000, 60 000, parce qu'ils se sont mis à 10, à ce moment-là, on peut faire une version LibreOffice dans le cloud. Voilà. Donc, on doit aussi, nous, peut-être les aider à se rencontrer et à se mutualiser pour qu'ils se sentent moins seuls et qu'ils soient aussi plus forts pour être contributeurs. Tu peux réagir spontanément, hein. Je ne veux pas du tout accaparer la parole, mais il y a une phrase que j'ai retenue dans l'interview que tu as donnée, alors que je vais vous lire. Tu dis « Je pense que le grand échec de l'économie liée au logiciel libre se situe dans la coopération entre les sociétés de services et les éditeurs. En effet, trop souvent, les premiers accaparent la plupart des sources de revenus, obligeant les seconds à se protéger par la suppression de liberté sur leur logiciel, afin d'obliger les sociétés de services à verser une part des revenus issus de l'utilisation de leur logiciel. » J'aurais voulu que tu reviennes un peu sur ce grand échec de l'économie du logiciel libre. Il y a à peu près 15 ans que je suis impliqué dans le logiciel libre en tant qu'utilisateur ou militant. Et on m'a vendu quelque chose de génial qui était la coopétition entre les entreprises. Donc c'est une coopération-compétition à la fois. Et je trouvais ça génial. J'ai dit, wow, on peut faire du business sans se mordre les mollets et tout, c'est génial. Depuis j'ai grandi, la compétition, ça n'existe pas. C'est de la compétition pure, dure, méchante, violente, méchante, vraiment. Les éditeurs ont beaucoup de mal à protéger leurs sources de revenus face aux intégrateurs. Parce que l'intégrateur est souvent plus gros qu'un éditeur, plus gros qu'un éditeur, parle aux gros clients. Et un gros client qui a de l'argent, il n'a pas besoin d'un logiciel, il a besoin d'un ensemble. Et il faut mettre de la glu entre les différents logiciels pour les intégrer dans le système d'information. Donc le boulot de l'intégrateur, c'est de justement apporter tout ce conseil aux clients, de choisir les bons logiciels qui vont bien répondre aux besoins et de fabriquer cette petite glu qui va faire que les logiciels vont fonctionner entre eux. Malheureusement, ce que ne fait pas l'intégrateur quand il choisit un logiciel libre, gratuit, c'est de reverser une part des bénéfices qu'il a retirés grâce à du code libre et gratuit. Donc ça veut dire que l'éditeur, je parle pour une entreprise qui fabrique un logiciel libre, quand elle est intégrée par un Capgemini, un Atos, peu importe, on peut toutes les citer, jamais il y aura un flux d'argent qui va redescendre vers les gens qui ont fait le code. Et ça, c'est un vrai gros problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'argent qui est dépensé dans le logiciel libre, mais uniquement pour le service, jamais pour le code. Et donc, qu'est-ce qui se passe à terme? Il se passe que les éditeurs, ils ont deux choix. Ou ils crèvent, ou ils se protègent. Ou ils crèvent, et là, vous, en tant qu'utilisateur, vous perdez votre logiciel sur lequel vous avez parié et que vous avez trouvé super génial. Et donc, du coup, faut attendre qu'il y en a un autre qui se dise « Tiens, je vais faire aussi un logiciel libre qui fait la même chose que l'autre d'avant, qui est mort, mais comme ils l'ont mal géré, et moi, je vais mieux le faire. » Donc, ça arrive. Ou alors, ils se protègent. Et ils se protègent comment? En vous enlevant des libertés. Et c'est pas parce qu'ils vous en veulent. Ils s'en fichent. À l'origine, ils ont un bon fond, les éditeurs. Ils ont envie de faire du logiciel libre. Leur seul truc qu'ils ont envie, c'est gagner un peu leur vie, continuer à innover, continuer à vous apporter la meilleure ingénierie logicielle possible. Mais ils doivent se protéger. Et donc, en vous enlevant à vous des libertés, en fait, ce qu'ils font, c'est obliger l'intégrateur, la société de service, à reverser une part de l'argent qu'ils gagnent sur votre dos en tant que client. Moi, je suis favorable à la disparition. Je vais dire un truc horrible, mais vous pouvez le répéter. Ça va, pas un secret. Je suis favorable à la disparition des intégrateurs de logiciels libres, à leur disparition définitive. Et je suis favorable à la relation directe entre l'éditeur et peu de clients,
et par ailleurs à l'usage direct par une grande masse d'utilisateurs des logiciels libres, sans parler ni à l'éditeur ni à un intégrateur. Donc en fait, je vais expliquer maintenant quelle est notre stratégie là-dessus. Ça vient en fait on a eu 200, 300, 400 demandes d'intégrateurs partenaires pour vendre du ERP5. Alors ça arrive généralement comme ça. Bonjour, il y a un appel d'offres auquel il faut répondre dans une semaine dans le Kazakhstan Nord. Il y a 2 millions de dollars à se faire pour un ERP pour le gouvernement. Est-ce que je peux devenir votre partenaire? Préparez-moi la réponse d'ici 3 jours. Kazakhstan, Soudan, Mauritanie, Pakistan, Allemagne, France, mais c'est ce genre-là. On dit, commencez par tester ERP5. Tenez, voilà une URL, vous cliquez. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait TioLive qui marchait relativement bien pour avoir un ERP5 en 5 minutes. Et faites le tutoriel. Ça prend 8 heures de rentrer un produit, passer une commande, regarder la livraison. Dites-nous d'abord si ça vous plaît ERP5 avant de vouloir être partenaire. C'est normal. Donc, sur les 300-400, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu un qui regardait ce qu'il voulait vendre. Et au Brésil, on a une communauté, enfin une soi-disant communauté de 10 000 membres qui est organisée par le gouvernement brésilien. Un jour, on a fait un sondage pour demander ce qu'ils souhaitaient. La majorité des réponses étaient des professeurs d'université qui disaient qu'ils voulaient en quelques heures apprendre ERP5 pour se faire de l'argent facile en le configurant pour des PME. donc en fait, et là on a compris, ils ne vont jamais contribuer. Et alors après, on a eu une fois un projet avec un intégrateur, ça a conduit à 2 dépressions nerveuses. Au départ d'une personne qu'on avait formée pendant 3 ans, parce que l'intégrateur refusait d'appliquer les guidelines d'assurance qualité de ERP5, c'est-à-dire le développement systématique de tests unitaires et de montée en charge pour tout ce qu'on livrait. Donc après cette expérience, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Luxe oblige », qui est un bouquin écrit par l'ancien patron de Louis Vuitton, Vincent Bastien. Et ce bouquin explique ce que c'est que la stratégie de marketing du luxe. Donc on vend en direct, jamais par un intermédiaire. On vend un truc très adapté à quelques personnes, comme la malle Louis Vuitton faite sur mesure à 30 000 ou 50 000 euros. Et à côté de ça, on fonde la Fondation Cartier pour permettre de voir des tableaux ou des choses un peu artistiques, éventuellement gratuites, auxquelles tout le monde peut aller. Et donc maintenant, en fait, c'est ça la stratégie de Nexedi. On vend des versions très très adaptées de ERP5 à très peu de monde dans le monde. Nous, on a un tarif journalier standard aujourd'hui à 800 €. Si on en demande moins en France, on dit bah tant pis. En Allemagne, c'est 800. Nous, c'est le marché mondial. On n'a pas de raison de baisser. On ira vendre ERP5 aux Allemands si vous ne voulez pas payer ce prix-là. Donc tous nos derniers contrats sont en Allemagne. C'est très bien. Aucun problème pour trouver des clients. Et avec ça, on finance le code et on ne développe la documentation que par ailleurs pour donner des cours dans les universités gratuitement. Donc l'année dernière, on a donné des cours à 2000 étudiants. Et ces cours sont assez faciles à installer, à suivre, et il y a même un système par intelligence artificielle d'évaluation. Donc d'un côté, on donne un cours gratuit de RP à toujours plus d'étudiants sur une version relativement documentée et facile à installer. De l'autre côté, on fait des versions configurées très spécifiques. Alors aujourd'hui, je ne sais plus, on fait 150 000 factures en 4 heures générées par ERP5, des montants énormes. Mais entre les deux, il n'y a pas la documentation. C'est juste du savoir-faire. Et ce savoir-faire met entre 1 et 5 ans à acquérir. Comme un intégrateur ne formera jamais quelqu'un plus que 1 à 2 semaines, et que les seuls marchés rentables sont les marchés qui reposent sur des savoir-faire qui mettent extrêmement longtemps à construire, bah, ça fait que les intégrateurs ne nous aiment pas du tout. On n'aime pas du tout ERP5, puisqu'ils peuvent prendre la version documentée gratuite qu'on donne aux étudiants, et alors là, je peux vous annoncer la suite. Dans 1 mois, on a ERP5 sur tablette Android, installable en 1 clic.
Donc on rend l'usage générique toujours moins cher, toujours plus simple pour le grand nombre, celui qui n'a pas de pouvoir d'achat et qui sera content d'avoir le logiciel libre. Et le gap entre l'usage standard et l'usage sophistiqué, si quelqu'un vient nous voir et nous dit « Voulez-vous écrire la documentation pour le faire ?» on dira « Avec plaisir ». Et si personne ne vient soit contribuer, soit financer la documentation, ben on donne la priorité à ceux qui payent. Et ça fait un modèle très difficile à... Disons, non, il faut 2 ans de travail pour créer une société qui commence à avoir la capacité de Nexedi. Donc il y a un Russe qui l'a fait. Il a lu les 2 millions de lignes de code. Il a monté une société à Saint-Pétersbourg et il a appliqué ERP5 pour la gestion des douanes russes. Donc la clé, en fait, c'est la paresse et l'ignorance sont une excellente façon de protéger un éditeur de logiciels libres. Juste une conclusion, puisqu'on s'est découpé. Donc tout ça, ça veut dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez une responsabilité vis-à-vis du logiciel libre. Votre responsabilité, c'est de protéger vos propres libertés et ça passe par pérenniser les gens et le code qui est libre. Si vous êtes une entreprise, regardez qui produit le code et essayez de financer ces personnes-là. Si vous êtes un particulier, donnez ne serait-ce que 1 euro, 5 euros, 10 euros au projet, ça fait toujours plaisir. Qui utilise VLC ici? Levez la main. Voilà. Qui a donné 1 euro à VLC ces 5 dernières années? Ok. Qui utilise LibreOffice ici? Qui a donné ne serait-ce qu'1 euro à LibreOffice? Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. La contribution, c'est aussi des fois de l'argent. C'est aussi installer du logiciel libre, la contribution. Et je termine. Sophie, qui est à côté de moi, est la seule personne au monde à traduire LibreOffice en français. Il faut l'aider, s'il vous plaît. Aidez-la. C'est pas compliqué à faire, mais aidez-la. Venir corriger une faute sur le wiki, vous lisez une documentation sur le wiki, vous voyez une faute, vous la corrigez, c'est une contribution. Les contributions, elles peuvent être vraiment, même on parlait de la localisation, faire une suggestion sur l'outil qu'on utilise, Bootle, tout est accessible. Bon, faut créer un compte, avoir un login, mais tout est accessible par vous-même. Et chacun peut aller porter sa petite pierre et même une virgule de corriger, c'est déjà ça. On a fait une levée de fonds parce que quand on a monté la fondation, c'est donc une fondation de droit allemand qui est positionnée à Berlin et on avait besoin d'un capital de 50 000 € et on a réuni ce capital en 1 semaine. Donc après, comme on a vu que le crowdfunding au quotidien comme ça fonctionnait bien, quoi. On a assez d'argent pour fonctionner maintenant. Du coup, on n'a pas fait de levée de fonds supplémentaire. On va sûrement en faire une quand on va commencer à développer LibreOffice en ligne et pour tablette. Sur les gros projets comme LibreOffice, il y a tout ce qu'il faut. LibreOffice, Firefox, les gros projets comme ça, généralement, il y a une grosse communauté de gens qui aident à faire le marketing, justement. Sur des projets un peu plus confidentiels, un peu moins gros, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est à vous de le faire, en fait. C'est à vous. Il ne faut pas attendre que les développeurs qui sont 70 heures par semaine dans le code, parce que c'est à peu près ça le temps qui passe, qui fassent en plus le marketing. Vous aimez un logiciel libre, faites-en le marketing. Vous avez tous des talents différents. Voilà, la communauté, ce n'est pas l'autre. Comme dit Jean-Paul, la communauté, c'est vous. À partir du moment où vous installez un logiciel libre, vous êtes la communauté. Vous faites partie de la communauté. Et donc, après, il faut savoir, est-ce que vous voulez être simple consommateur ou est-ce que vous voulez être aussi acteur? Oui, il y a un énorme changement de paradigme dans le niveau business. Un logiciel libre tel que le développe Jean-Paul
en tant qu'éditeur entreprise, c'est compliqué de devenir milliardaire rapidement. Juste un petit truc. Par contre, un projet libre, communautaire, où il y a plusieurs acteurs qui ont intérêt à contribuer et à mettre de l'argent dedans, par exemple Linux, le noyau Linux, aujourd'hui, il est partout. Il est dans ton téléphone, dans ta télé, dans ta bagnole, bientôt dans ta machine à laver, et dans ta box. Et là, en termes d'efforts, de contribution, de marketing, de tout ça, ça se chiffre en milliards. Dans le domaine des logiciels applicatifs, si on voulait regarder ce que devraient réellement partager les utilisateurs, c'est même pas tel logiciel ou tel autre, c'est quel est le process à peu près standard et sans valeur ajoutée de tenue d'une comptabilité Sarbanes-Oxley. Il y a des normes qui s'appliquent pour la tenue comptable. Ça ne sert à rien, en fait, ça n'apporte rien en termes de valeur ajoutée pour une entreprise par rapport à une autre de refaire Sarbanes-Oxley d'une façon ou d'une autre. En réalité, ils pourraient tous avoir exactement la même façon de faire Sarbanes-Oxley. De la même façon qu'on a tous le même plan comptable général en France, mais aux États-Unis ou en Angleterre, chacun crée son plan comptable. Et la comptabilité coûte 2 fois plus cher à auditer en fin d'année. Mais l'idée que des entreprises partagent leurs pratiques de gestion pour réduire leurs coûts est totalement impensable pour la plupart des entreprises aujourd'hui. Et c'est pour ça que parce qu'elles n'ont pas cette mentalité de partager la pratique de gestion sans valeur ajoutée, elles n'arrivent pas à traduire ce partage dans un portage applicatif. Alors que quand on regarde les développeurs d'applications, ou les développeurs de sites web, ou les développeurs de systèmes embarqués, ils savent très bien que partager le cœur du noyau Linux ou partager le cœur d'une base de données relationnelle, ça permet à tout le monde de partager des coûts sans que ça touche à la valeur ajoutée. Et cette idée de partage est mieux comprise. Donc l'idée de partage n'est pas encore arrivée aux couches de gestion des entreprises. Et c'est le jour où les couches de gestion des entreprises comprendront qu'il y a des choses à partager sans valeur ajoutée et qui réduisent les coûts pour tout le monde, qu'on verra plus de communautés dans les réelles, pas seulement de l'apparence, dans les logiciels libres de gestion.